Ok. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue ce matin pour ce webinaire consacré au Vietnam et à sa zone ASEAN, Océanie. Je suis Guillaume Bigot, chargé de mission au sein de la Team France Export Normandie. Je m'occupe entre autres des missions collectives et du programme d'action collective qu'on organise tous les ans. En tout cas, on essaye parce qu'on vit des années particulières en termes de déplacement, mais voilà, le commerce international continue malgré tout et on est là pour vous proposer des choses intéressantes. Aujourd'hui, donc, nous avons le privilège d'accueillir nos homologues de la TFE, la Team France Export. Je vais très vite leur laisser la parole. Ils vont vous présenter la situation du marché et les nombreuses opportunités que vous allez voir, que vous allez pouvoir trouver au Vietnam et dans ses alentours. Je vais passer la parole à Jean-Philippe Harvert, qui est directeur de Business France Vietnam et ASEAN Océanie. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons aborder avec les douanes l'accord de libre-échange entre l'UE et le Vietnam. Enfin, vous avez pu voir Julia qui est présente. Entre autres, nous allons aborder différentes séquences que nous proposons cette année sur le Vietnam, notamment une session collective au mois de mai. Et pour ma part, je reviendrai à la fin pour évoquer la mission collective. Un petit rappel juste technique, je vous invite à vérifier que votre micro est bien coupé afin de ne pas gêner la présentation. Le programme est un peu chargé, donc si jamais vous souhaitez intervenir ou poser des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Vous pouvez utiliser soit le chatter qui va se trouver en haut de votre écran, ou également vous pouvez lever la main et on essaiera tant qu'on peut de répondre à vos questions, ou sinon nous le ferons juste après, vous pourrez nous renvoyer des messages et on tâchera de répondre à vos questions. Voilà, Jean-Philippe, je te laisse la parole. D'accord, très bien. Merci Guillaume. Donc, Merci. est-ce que là, vous voyez le PowerPoint à Tout à fait. l'écran? Ok, parfait. Donc, bonjour à tous. Content de retrouver les entreprises de Normandie. Donc, Jean-Philippe Harvert, je dirige le bureau Business France au Vietnam et je suis aussi le directeur de la zone ASEAN Océanie. Alors, effectivement, on va parler aujourd'hui un peu plus du Vietnam, mais on ne peut pas parler du Vietnam sans parler de l'ASEAN ou de l'Océanie, puisqu'à Business France, on a rattaché l'Océanie, l'Australie, Nouvelle-Zélande à la zone Asie du Sud-Est, à l'ASEAN. Alors, c'est une zone qui affiche une grosse disparité, hein, donc à la fois culturelle, religieuse, économique et religieuse, économique et culturelle. Et par contre, on a aussi trois marchés, trois catégories de marchés complètement différents. On va avoir dans un premier temps ce qu'on appelle nous, des marchés matures, qui vont être Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Des marchés qui vont afficher de fortes croissances, comme la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam. Et des marchés peut-être un peu plus en retrait, mais quand même en fort développement, que sont les Philippines, le Cambodge, le Laos et le Myanmar, donc avec une situation actuellement particulière au niveau du Myanmar. Donc on constate en fait généralement une méconnaissance de la zone parce que les entreprises qui veulent exporter en Asie vont d'abord se projeter sur la Chine, sur le Japon, sur la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, et vous voyez que ce n'est qu'après que arrivera l'ASEAN. Jean-Philippe, je Oui, m'excuse, je te coupe, on voit plus ta présentation. ah, C'est- d'accord. Je pense que tu es en mode de partage screen, c'est-à-dire tout ce que tu vas faire à l'écran, on va le voir. Alors je repartage. On va Ouais, peut-être. directement le PowerPoint. Voilà, tout à fait. Et là, Merci. c'est bon. Oui, c'est bon là. Je te Ok, remercie. d'accord. Donc, je disais, merci de ton intervention, que l'ASEAN était méconnue et que c'est une zone en fait de libre-échange entre les pays membres, qui veut dire pas de barrières douanières dans la zone, une vraie intégration économique, des coopérations intergouvernementales. Il y aura le collègue des douanes qui interviendra après avec l'accord de libre-échange, qui fait qu'aujourd'hui le Vietnam a la prétention de devenir demain un hub de réexportation sur ces marchés de l'ASEAN depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Union européenne-Vietnam. Donc, un autre accord existe aussi avec la zone, hein, c'est Singapour, qui a aussi un accord de libre-échange avec l'Union européenne depuis novembre 2019. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que l'Indonésie est un pays qui est membre du G20, c'est la 16e puissance économique mondiale. Donc, et on aura plutôt tendance de parler
de la zone de manière plutôt négative, un tsunami, des typhons, une éruption volcanique, un coup d'État militaire, et je ne veux pas masquer non plus la réalité avec le Myanmar, mais la presse française n'apportera pas beaucoup d'informations économiques, d'opportunités que représente la zone. Or, l'ASEAN entretient une vraie place géopolitique importante au cœur de la rivalité USA-Chine. Donc avec le président Trump il y a quelques mois et aujourd'hui avec le nouveau président américain. Alors au niveau de quelques chiffres, c'est un marché qui représente 685 millions d'habitants, donc c'est plus que l'Union européenne avant le Brexit. C'est près de 10% de la population mondiale, avec la moitié de cette population qui vit en zone urbaine. Une caractéristique de la population, c'est que c'est une population qui est très jeune, puisque près de 50% de la population a moins de 30 ans, et surtout une population qui est très connectée, puisque les taux de pénétration de téléphones mobiles sont supérieurs à la moyenne mondiale. C'est-à-dire on est dans des pays où on peut avoir un ou deux téléphones, mais pas forcément accès à l'eau courante ou à l'énergie, à l'électricité. Les exportations des biens de la zone représentent 49% du PIB. Donc on a des pays qui vont bénéficier de relais de croissance domestique solide avec l'émergence de cette population jeune et l'émergence d'une classe moyenne. Donc là, sur ce tableau-là, la présentation, vous l'aurez a posteriori. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on voit effectivement, d'après la COFAS ou les autres sources qu'on peut avoir de Banque mondiale, on a plutôt des pays globalement qui sont plutôt bien notés au niveau indice risque. Entre la Nouvelle-Zélande, Singapour, Australie, les pays que j'évoquais précédemment matures, mais on a aussi des pays comme la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie qui sont plutôt globalement bien notés en A4, donc qui laissent effectivement avoir un risque assez limité. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de risque, même à un pays qui est noté A2, mais on arrive à faire effectivement des affaires, même sur les Philippines et le Vietnam. Ça peut être un peu plus compliqué ou une vigilance encore plus accrue sur des marchés comme le Cambodge, le Laos ou le Myanmar. Alors, à moyen terme, la zone devra surmonter quand même plusieurs défis structurels avant de poursuivre son développement économique. C'est notamment des besoins d'infrastructures qui sont colossaux et des enjeux environnementaux qui vont occuper une place prépondérante. Donc, je ne rentrerai pas plus dans le détail sur la zone ASEAN-Océanie, puisque bon, au niveau des secteurs d'activité, voilà, je dirais que la zone représente, quel que soit votre secteur d'activité, une opportunité d'affaires pour toute entreprise. Mais l'importance aujourd'hui, c'est d'appréhender en fait une approche stratégique de la zone et non pas seulement une gestion d'opportunités de pays. Donc, on va avoir ensuite un focus Vietnam, mais vous pouvez venir au Vietnam et on vous encouragera à faire une deuxième étape sur un deuxième pays de la zone et ainsi de suite. Sur le Covid, donc c'est vrai que j'aurais pu commencer en introduction sur la situation un peu Covid, mais c'est un peu, on en parle tous les jours en France, en Europe, ici aussi, mais on a une zone qui a plutôt, alors l'ASEAN est entrée très vite dans la pandémie et le Vietnam a fermé ses frontières dès fin janvier 2020 au démarrage de la crise en Chine avec notre frontière commune, mais on n'atteint pas les chiffres de l'Europe, des Amériques, hein. Pour vous donner deux chiffres, depuis le début de la crise, Singapour, c'est 60 000 cas et une trentaine de décès. Le Vietnam, on est à 2600 cas depuis le début de la crise et 35 décès. Donc on est sur des pays qui ont su gérer cette crise. Alors ils ont eu aussi des expériences avec le SRAS, avec d'autres épidémies, d'autres crises, d'autres pandémies. Et effectivement, aujourd'hui, la zone et le Vietnam en tête sur l'année 2020, puisque l'année 2020, on a quand même eu des pays qui ont été marqués par une récession économique. Singapour, la Thaïlande ont été fortement marqués, mais le Vietnam a affiché un taux de croissance de près de 3%, donc 2,91 précisément. Et ce qui est encourageant, c'est que c'est une des seules régions au monde qui va continuer à croître en 2021. Donc les indicateurs, que ce soit Banque mondiale, FMI, anticipent tous un très fort rattrapage de l'activité en 2021, puisqu'on est sur une progression du PIB autour de 6%. Et pour le Vietnam, on est à 7% de taux de croissance prévu en 2021.
Le Vietnam, rapidement, alors vous voyez sur cette carte la taille du pays, hein, donc c'est un pays qui est plutôt longiligne plutôt que large, puisque la partie la plus étroite au centre du pays, c'est moins de 30 km entre la mer et le Laos, la frontière, mais c'est un pays qui s'étend du nord au sud avec plus de 2000 km, oui, même presque 2500 km entre le nord et le sud, la pointe sud du pays. Alors, on a une densité qui est très forte, puisque c'est une population de près de 100 millions d'habitants, 97 millions aujourd'hui, et avec une densité qui est 3 fois supérieure à celle de la France. Donc, deux grandes villes, au nord, Hanoï, la capitale politique, qui représente aujourd'hui 12% du PIB national, et dans le sud, Ho Chi Minh Ville, Saigon, qui est le centre économique et qui pèse à hauteur de 20% dans le PIB national. On a une population, donc je parlais de manière générale sur la zone, 50% de la population en zone urbaine. Sur le Vietnam, on a encore une population qui est très rurale, même si effectivement on a les centres Hanoï, Ho Chi Minh, Da Nang, la troisième ville du pays, qui sont effectivement des gros centres urbains. Le pays s'urbanise de plus en plus et on a effectivement un gap qui se resserre et on a une population urbaine qui prend le dessus sur la population rurale. Le Vietnam, avec la frise que vous avez en bas, c'est effectivement la particularité, c'est que à plusieurs accords économiques, donc je parlais de l'ASEAN, est membre du World Trade Organization, du CPTPP, donc l'accord de libre-échange de l'Union européenne, et beaucoup d'accords bilatéraux qui font qu'aujourd'hui le Vietnam en 2020, pendant la crise, la pandémie, n'a jamais dégagé autant d'excédents commerciaux, c'est énormément exporté, et la tendance continue aujourd'hui au premier trimestre 2021, puisque sa croissance, donc on n'est pas à la fin, demain sera la fin du premier trimestre, mais les Vietnamiens ont affiché le chiffre du premier trimestre et un taux de croissance de 4,5% sur ces 3 premiers mois de l'année, qui est tiré par les exportations, et notamment avec 77 milliards de dollars américains, donc qui représente une croissance de 22% par rapport au premier trimestre 2020. Et 30% de ces exportations partent vers les États-Unis. Le Vietnam est rentré dans le top 10 des fournisseurs américains. Beaucoup d'entreprises le Vietnam dispose d'une population qui est moins onéreuse aujourd'hui que celle de la Chine, est très compétitive et très compétente, donc avec beaucoup de qualité, notamment dans l'électronique, le textile. Et donc des grands groupes internationaux ont décentralisé de Chine pour mettre leur site de production vers le Vietnam. Et effectivement, le Vietnam, ça a un impact très fort sur les exportations. Donc voilà peut-être un peu un panorama que je voulais vous dire un peu sur la zone et le Vietnam. Donc il est important d'appréhender le Vietnam en pensant à l'ASEAN, voire l'Océanie, ASEAN-Océanie. Je vais te donner maintenant la parole à Edouard Donat, pour parler un peu du panorama de la consommation intérieure. Merci Jean-Philippe et bonjour à tous. Je m'appelle Edouard Donat et je m'occupe du département Art de Vivre Santé pour Business France au Vietnam. Donc effectivement, je voulais partager avec vous quelques éléments sur les tendances de consommation au Vietnam. Alors le premier point, c'est l'optimisme du consommateur. L'optimisme du consommateur vietnamien, selon une étude de mars 2020, le consommateur vietnamien était le consommateur le plus optimiste dans le monde. Alors pour des raisons évidentes, il y a des raisons de fond, hein. C'est un pays qui s'enrichit, une classe moyenne qui émerge. On estime 50 millions d'habitants qui seront dans la classe moyenne en 2035. Et puis il y a des raisons de circonstance, c'est la bonne résistance du pays sur le plan sanitaire et sur le plan économique au Covid-19. Et donc en pleine crise du Covid-19, cette étude a été réalisée et les répondants basés à Ho Chi Minh, donc la grande ville du sud, 92% d'entre eux prévoyaient d'augmenter leurs dépenses dans l'année à venir. Le deuxième point, c'est l'image de la France et des produits français pour le consommateur vietnamien. Alors vous le savez, le Vietnam, c'est un pays qui partage une histoire avec la France. Il est assez exceptionnel dans la zone à cet égard, avec le Cambodge, le Laos. Donc ça se retrouve aujourd'hui dans la gastronomie, dans l'architecture, dans le langage, mais aussi sur les parts de marché de la France sur certains marchés,
qui sont plus importantes au Vietnam que dans d'autres pays de la zone. Donc la France, comme dans d'autres pays, est réputée pour son art de vivre, pour le luxe, mais aussi pour d'autres secteurs. Donc c'est synonyme de prestige pour des produits dans l'agroalimentaire, dans la mode, dans la décoration, mais c'est aussi synonyme de qualité, de sécurité. Je pense par exemple également à la santé, à la cosmétique ou également à l'agroalimentaire. Le troisième point, c'est un point important, c'est l'omniprésence en ce moment des projets immobiliers résidentiels haut de gamme qui poussent dans les grandes villes du pays, donc à Hanoï, à Ho Chi Minh, à Da Nang, qui sont vraiment des leviers de croissance, en particulier pour des secteurs comme la décoration, qui ont une croissance très importante ces dernières années, presque 10% par an en moyenne. Et enfin, le quatrième point, alors c'est assez général, mais c'est des points structurels, c'est sur la modernisation des circuits de distribution. Ça, c'est quelque chose qui touche, la plupart des secteurs. Alors on le trouve, dans l'agroalimentaire, Lann vous en parlera, avec des supermarchés, des hypermarchés qui arrivent dans les grandes villes et dans les villes moyennes également. Ça touche également, la pharmacie, la parapharmacie avec un passage à un modèle de pharmacie familiale à des grandes chaînes de pharmacie, parapharmacie pour la cosméto ou d'autres secteurs et également pour la cosmétique avec ces grandes chaînes de drugstore qui arrivent comme Guardian, Watson ou certains acteurs, locaux. Et enfin, et on vous en parlera également, plus tard, c'est quelque chose de transverse au niveau du e-commerce puisque, on a un énorme boom du e-commerce avant la crise du Covid-19 et encore plus, depuis. Merci Edouard. Par rapport à la typologie des entreprises qui sont inscrites à ce webinaire, on va appréhender trois grandes familles de produits. Donc le secteur des industries clean tech, avec des informations sur les infrastructures, l'énergie, la transition écologique. Le secteur agroalimentaire, effectivement c'est un secteur important pour la région Normandie. Et le troisième volet, Edouard reviendra pour vous présenter les opportunités dans le secteur de la santé et des cosmétiques. Pierre, je te donne la parole pour l'industrie clean tech. Oui, merci Jean-Philippe. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis ravi de retrouver mes amis normands après 6 mois d'affectation au Vietnam pour vous parler de mon nouveau pays d'adoption. Donc je reprends le fil du discours de Jean-Philippe et d'Edouard, et j'en profite à nouveau pour souligner la place centrale qu'occupe le Vietnam en Asie du Sud-Est et même en Asie-Pacifique, hein, si l'on tient compte de l'importance que lui accordent les Japonais, les Coréens, les Taïwanais, les Chinois et les Américains. Il a connu une croissance positive de quasi 3% en 2020 et les Vietnamiens qui adorent les classements peuvent se targuer d'être passés du rang de 6e à 4e économie de l'ASEAN en 2020, passant devant Singapour, la Malaisie, quelques points des Philippines, derrière le géant indonésien et de la Thaïlande. Alors pour bien contextualiser quand même, en 20 ans, le Vietnam est passé du PIB de la Picardie à celui du Danemark. En 30 ans, il a pris 30 millions d'habitants. Et les deux métropoles de Hanoï au nord et de Ho Chi Minh Ville au sud avoisinent les 10 millions d'habitants chacune. Sans compter que les autres villes moyennes comptent parfois entre 500 000 et 1 million d'habitants. Donc en 30 ans, les villes ont dû accueillir un flux de personnes important, et c'est pas fini puisque seulement 38% de la population vietnamienne habite en ville, et qu'on attend 50% dans les 10 ans. Le trafic urbain a aussi explosé, puisque dans les années 90, on compte 90% de déplacements à Hanoï qui se font à bicyclette ou en bus, que l'on comptait à cette époque-là environ 1 million de deux roues motorisées dans le pays. Qu'en 2020, ces chiffres sont complètement obsolètes. Avec 80% du trafic urbain qui se fait en moto et scooter, et que le pays est passé à un chiffre de 45 à 58 millions de scooters et motos, où on n'est pas trop sûr exactement du chiffre. Donc, ce qui est quasiment 1 pour 2 habitants, donc plus d'1 par foyer. Donc, je vous ai mis une petite photo d'ailleurs de mon quotidien en bas à gauche là, pour vous donner un aperçu. Donc la question de la gestion des flux est devenue vraiment cruciale dans les vieilles villes de Saigon et de Hanoï, qui n'ont pas été initialement prévues pour ça. Donc là, il y a vraiment un besoin de solutions dans la gestion du trafic pour le mesurer, le gérer et l'orienter, pendant que les grands projets d'infrastructure se mettent en place. Alors tout d'abord, dans les villes, les 2 grandes métropoles ont des projets de métro dont elles attendent la livraison de leurs 2 premières lignes de métro respectivement cette année et l'année prochaine. Alors, je rappelle d'ailleurs au passage que la ligne 3 du métro à Hanoï, qui doit être une des premières livrées, est une ligne française. Rame Alstom, ouvrage Sistra, financement AFD, tout le monde est là.
et ensuite avec des grands projets à Ho Chi Minh Ville et à Hanoï de création de nouveaux quartiers. Comme ici, par exemple, dans la petite vignette à droite, le quartier de Thu Thiem, qui doit être à Ho Chi Minh Ville ce que Pudong est à Shanghai, le quartier moderne des affaires. Et à Hanoï, des quartiers de Smart City qui sont développés par les grands groupes vietnamiens comme BRG ou Vingroup et qui viendront en périphérie des cœurs historiques des métropoles, donc détourner à la fois une partie du trafic en devenant les nouveaux centres des affaires et donc vraiment attirer aussi investissement et décisions d'affaires. Alors vous le voyez aussi avec les deux photos que je vous ai mises de Thu Thiem et d'une autre ville historique, l'eau est omniprésente au Vietnam. Alors, le Vietnam est l'un des pays qui est le plus concerné par la problématique de dérèglement climatique dans la région, avec en 2020 des effets qui sont vraiment palpables, des typhons et des inondations et des glissements de terrain qui sont responsables de 4 fois plus de morts que la Covid-19. Alors, ça oblige vraiment à prendre en compte ces aspects. Et je vais vous donner encore un exemple. L'année dernière, on a été sollicité sur un projet de quartier résidentiel au voisinage de Ho Chi Minh Ville, dans un écosystème sensible de mangroves. On a été sollicité pour une étude d'impact environnemental, ce qu'il y a encore quelques années aurait été impensable. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui se fait tant au niveau de la population que des autorités sur la question de la pollution, de la protection de l'environnement. Donc entre un demi-siècle de guerre et un développement puissant des industries en 20 ans, la question de la pollution, de la gestion et de la valorisation des déchets, de la qualité de l'air et du traitement des eaux sont vraiment devenues centrales. Ça se traduit par des interventions du gouvernement qui appellent début janvier à une mesure plus stricte de la qualité de l'air dans les deux métropoles, appelant même à une fermeture des industries les plus polluantes aux alentours des grandes villes, ce qui, je crois, parlera aussi aux Rouennais. Ça se traduit aussi par le nouveau plan de développement énergétique pour la période 2021 à 2030. Je vous propose de passer à la slide suivante. D'un plan de développement sur 10 ans, de 2021 à 2030, qui prévoit un doublement des capacités énergétiques installées, qui sont aujourd'hui de 55 gigawatts, à un horizon 137 gigawatts en 2030. Et qui prévoit surtout dans ce mix énergétique une part beaucoup plus importante du renouvelable, qui était initialement prévu un peu moins de 20% et qui aujourd'hui devrait passer à 30% sans compter l'hydro. Rien qu'en 2020, il y a eu 9 gigawatts de panneaux solaires installés, ce qui est absolument dément, qui a même fait littéralement sauter le réseau de transmission électrique, et un potentiel identifié de plus de 160 gigawatts d'éolien offshore. Là-dessus, il doit y avoir à peu près sur 10 ans 137 milliards de dollars investis dans le développement des énergies, dont plus de 90 milliards de dollars rien que pour les capacités énergétiques et à peu près 40 pour le réseau de transmission et de distribution. Alors ce doublement en 10 ans des besoins énergétiques, il intervient pour répondre aussi à une population qui s'urbanise, comme on vous l'a dit juste avant, qui s'équipe, parce qu'elle s'urbanise, elle a besoin aussi de réfrigérateurs, de téléviseurs, d'air conditionné. Et pour répondre aussi aux infrastructures urbaines, comme le métro, mais aussi parce qu'il y a une véritable explosion de l'industrie. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du fort développement du Vietnam. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce développement, il se fait par un commerce extérieur fort. Les échanges internationaux du Vietnam, c'est 200% du PNB vietnamien, et 75% des exportations, ce sont des productions industrielles et manufacturières, avec notamment une industrie automobile qui est en plein boom, des constructeurs internationaux qui sont là, que ce soit des Japonais ou des Coréens, sans donner de nom, mais aussi surtout des acteurs locaux qui émergent, avec par exemple VinFast, qui est la filiale automobile du premier conglomérat vietnamien qui est Vingroup. Mais aussi avec de l'électronique. Vous avez encore là aussi une filiale de Vingroup, VinSmart, qui assemble des téléphones intelligents, mais aussi les grands groupes internationaux comme Samsung, qui est l'un des tout premiers employeurs au Vietnam, qui a son site le plus important, qui représente plusieurs dizaines de milliards de dollars, ou encore par exemple Foxconn, qui produit les iPhones pour Apple et qui annonce déplacer sa production de Chine vers le Vietnam. Alors, les Japonais et les Coréens ont même des fonds pour aider les entreprises à déplacer leur production de Chine vers le Vietnam. Autre secteur historique, c'est aussi le textile, avec notamment Decathlon, pour ne pas citer de grands noms, qui a des sites de production au Vietnam. Cette industrie cherche aussi à se moderniser pour passer à une industrie numérisée, mais également à une industrie plus éco-responsable pour répondre aux attentes des consommateurs
des marchés matures pour lesquels elles produisent, qui pourraient aussi représenter une destination alternative, par exemple pour le pôle lin normand. J'offre aussi en même temps une transition vers l'agro, peut-être en disant que le lin, c'est comme le cochon, tout y est bon. Voilà, donc j'espère qu'on vous verra très bientôt sur le Vietnam. Merci. Merci Pierre. Donc je retiens la transition. Donc effectivement, l'AN va vous présenter les opportunités dans le secteur agroalimentaire et agricole. Et Edouard, comme je le disais tout à l'heure, reviendra sur la santé et le cosmétique. Mais il y a aussi un gros secteur qui est celui du numérique, avec la fintech, cybersécurité, l'IoT, les telcos et le e-commerce. Donc on n'abordera pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'entreprise dans ces secteurs-là. Mais sachez qu'effectivement, il y a des besoins, et notamment avec l'intervention de Pierre, sur apporter plus de technologie dans l'industrie de demain pour du Vietnam. Lan, la parole est à toi pour le secteur agroalimentaire. Si tu parles, tu n'as pas mis ton son, on n'entend pas. Pardon, j'ai coupé le micro. Bonjour à tous. Je m'appelle Lan, responsable du pôle agroalimentaire du Vietnam. Je suis très ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour parler de notre marché. Voilà, donc le secteur agroalimentaire, c'est un secteur important qui occupe une place très importante au Vietnam. Vous savez tous aussi que le Vietnam est très très actif dans tout ce qui est export des produits agroalimentaires. Pourtant, nous avons une très importante demande locale pour les produits alimentaires. En parlant de cela, le Vietnam est classé au 13e importateur mondial pour tout ce qui est produits alimentaires. Et ici, je cite un chiffre de 2019 parce que pour ce moment, on est en premier trimestre 2020, nous n'avons pas encore les statistiques de 2020. Donc, je vous cite ici un chiffre de 2019 de plus. 2020, c'est une année très spéciale touchée par le Covid, donc les chiffres ne sont pas représentatifs par rapport à un temps normal. Voilà, si on parle de 2019, le Vietnam a importé les produits alimentaires et agroalimentaires à 19,6 milliards d'euros. Et la France, si on compare avec d'autres fournisseurs dans le monde, la France occupe une place assez modeste pour ce moment. Et bon, nous espérons bientôt que l'on va progresser. Pour l'instant, c'est 21e fournisseur mondial. Pourtant, en termes au niveau de l'Europe, la France occupe la 2e place. Pourquoi cette demande d'importation des produits alimentaires? D'abord, c'est par plusieurs raisons. D'abord, le pays importe les produits qu'il ne produit pas. Mais les raisons les plus importantes, qui est liée à les nouvelles tendances de consommation. Comme le pays est très ouvert, les jeunes, surtout les jeunes qui font les études ou travaillent à l'étranger, revenir dans le pays et avec eux, ils sont très influencés par l'occidentalisation du mode de vie et bien sûr dans l'alimentation également. Et quand on a un certain niveau de vie, surtout comme Jean-Philippe a cité tout à l'heure, la classe aisée moyenne au Vietnam, c'est en croissance. Donc, une fois qu'on a des moyens, on cherche à manger mieux, manger sain. Sans parler, les dernières années, le Vietnam est très touché par les phénomènes sécurité alimentaire. Donc, c'est pour cela, dans les yeux des consommateurs vietnamiens, les produits importés, c'est équivalent tout ce qui est qualité et bonne sécurité alimentaire. Et le Covid qui pousse les consommateurs aussi vers des produits bio, les produits bons pour la santé. Au Vietnam, on a une classe riche qui est à la hausse aussi. Les classes aisées et moyennes ou bien les gens qui sont très riches, qui cherchent aussi les produits très haut de gamme, même pour les produits que le pays peut produire, mais ils cherchent quand même les marques et les hauts de gamme. Voilà. Et quand on a un pays très touristique, et les Vietnamiens aussi, ils ont tendance de plus en plus à les manger hors foyer.
Voilà, pour partager avec vous quelques tendances du marché. Maintenant, j'aimerais bien parler sur les différents produits importés qui occupent un segment important au Vietnam. Là, sur l'écran, vous allez voir trois grands sous-produits. Les premiers qui concernent les produits laitiers. Le Vietnam est aussi un pays producteur des produits laitiers et nous avons aussi des grands groupes qui produisent et qui exportent même, qui commencent à exporter. Autant le pays importe beaucoup des produits laitiers, c'est un secteur très important. L'année 2020, par exemple, c'est une année très touchée par le Covid. Pourtant, le marché des produits laitiers sont en croissance. Ça, c'est un chiffre pas encore officiel, hein, c'est un chiffre qui est sorti par un rapport international. Là, les ventes des produits laitiers en 2019 représentent 2 milliards d'euros. Les ventes des produits laitiers en 2020 représente 2,47 milliards d'euros. Même la production dans le pays est en croissance aussi. Et surtout, ces produits-là, pendant le Covid, est très recherché par les consommateurs parce que ça fait partie pour nous, les consommateurs, ce sont les produits bons pour la santé. Les produits laitiers que je parle ici, en ce qui concerne les produits importés, s'agissant du beurre, du fromage, des yaourts, le marché des yaourts, la vente est toujours à la hausse. En 2019, c'est plus de 15%. Les fromages, la France, en parlant de la France, pour le fromage, la France est classée au 2e place. Le beurre, pareil, 2e place. Et puis, le lait crémé, 3e place. Et récemment, pendant le Covid, nous sommes saisis par des acheteurs, surtout les IMS, qui cherchent aussi beaucoup de lait liquide français. Voilà. Et pour pouvoir parler, c'est des produits laitiers. Maintenant, on pourrait aussi, deuxième catégorie que je pourrais vous parler, ce sont les produits carnés, donc ce sont les produits basiques pour la vie quotidienne, qui est très, même le Vietnam, hein, c'est un gros pays de producteurs de la viande de porc, mais 2020, on a la peste porcine et qui nous pousse à importer beaucoup de la viande porcine. Pour ce moment, la France n'est pas très forte sur la viande porcine, c'est plutôt les Américains et les Russes. Nous avons aussi des acheteurs qui cherchent de la viande bovine française, mais pas le haut de gamme, plutôt l'entrée de gamme. Et c'est difficile de trouver les fournisseurs français sur ce segment-là. En ce qui concerne aussi tout ce qui conserve et charcuterie, c'est encore un marché niche, mais aussi avec la tendance de croissance. Voilà, et puis il y a des produits que je n'ai pas cités sur cette slide. Là, ce sont les produits d'épicerie fine. Je pense à des produits comme du chocolat, par exemple, ou les produits comme biscuiterie. Et quand on parle des ventes de biscuiterie, on a observé aussi une très forte croissance des ventes de biscuiterie entre 2015 et 2019. Si je sors un chiffre, par exemple, 2015, en ce qui concerne les produits importés biscuiterie, qui représentent 253 millions d'euros. Et puis en 2019, ce chiffre a monté à 390 millions d'euros. Le chocolat, c'est aussi un produit, bon, je ne dis pas nouveau, hein, mais encore un produit niche pour le Vietnam. Nous avons aussi des Français avec des technologies françaises qui ont réussi sur ce marché avec les matières premières Vietnam. Mais les Vietnamiens, ils aiment bien du chocolat, mais je ne peux pas dire non plus que pour ce moment, c'est un gros marché, c'est encore le marché niche, mais il faut s'y mettre dès maintenant. Voilà, ça c'est pour le chocolat. Et puis le troisième segment que je voudrais vous parler, comme j'ai cité tout à l'heure, quand le pays est à un certain niveau, ils vont chercher les produits bons pour la santé. Voilà, donc là, c'est une opportunité aussi pour les produits naturels, les produits innovants, les produits biologiques.
Voilà, donc ce sont quelques produits très recherchés par le pays que j'aimerais bien vous partager. Maintenant, je voudrais justement finir par ces deux éléments que l'on trouve intéressants si vous souhaitez aller sur nos marchés. En parlant, Edouard tout à l'heure a touché un mot, c'est le réseau de distribution au détail. Et un peu le e-commerce aussi. Pour ce moment, en ce qui concerne les produits alimentaires, le canal informel qui reste encore un pas important. Mais ce part, c'est la tendance à la baisse pour laisser la place pour le canal de distribution moderne. Vous voyez, 2020, selon les chiffres, on compte en tout 8500 magasins. Là-dedans, il y a plus de 400 supermarchés et supérettes. Et le reste, c'est les magasins de proximité. Les Vietnamiens, en fait, ils ont aussi une habitude d'aller sur les marchés traditionnels parce que dans tous les quartiers, on a le marché traditionnel. Maintenant, le marché traditionnel, c'est moins, qui est remplacé par les stores convenience, les stores qui est tout près de la maison. Donc, il aime bien de faire des courses tout près de la maison. Je ne peux pas ici vous citer tous les noms des grands acteurs dans les JMS, mais juste pour vous citer les trois grands acteurs. Le Winmart, c'est le groupe Masan a racheté le Wincommerce, le Wingroup. Donc maintenant, leur nom, c'est le Winmart. Et ils ont plusieurs points de vente. Le deuxième qui vient, le premier, c'est vietnamien. Le deuxième, c'est le groupe Central thaïlandais. Je pense que vous connaissez aussi, c'est un grand groupe. Au début, sur le marché vietnamien, ils ont installé une enseigne qui s'appelle Big C. Maintenant, Big C devient Go pour les produits un peu entrée de gamme. Et ils ont aussi installé les nouvelles stores pour les produits un peu moyenne gamme et haut de gamme qui s'appellent Top Market. Et on en a d'autres anciennes vietnamiennes comme Copmart. Au niveau français, avant, on avait Casino et Auchan, mais malheureusement, les deux sont. Casino est revendu au Central Group et Auchan est revendu à Copmart. Voilà. Donc, juste pour vous dire que sur les canaux de distribution, il y a toujours ces deux catégories, mais le canal moderne, c'est la tendance à la hausse. Et puis il y a une tendance, si je peux compléter l'Anne, sur ces trois grands acteurs, ils ont tous une volonté de développer le rayon de produits, ce qu'on appelle épicerie fine et produits importés. Donc il y a une forte demande, tu l'as dit en citant tout à l'heure, Oui. une demande particulière, mais effectivement on sent bien que ces trois acteurs recherchent de plus en plus des produits importés. Voilà. Et puis un autre avantage, c'est que auprès de Central Group, c'est-à-dire auprès des enseignes comme Top Market ou Go, on a au niveau de directeur commercial, ce sont les Français. Ils ont recruté les Français, donc on a beaucoup d'avantages quand on fait le sourcing et quand ils veulent faire le sourcing. Et pour l'instant, on a aussi un projet avec eux pour les aider à faire du sourcing en France. Voilà pour votre information. Et puis, que j'ai très rapide hein, sur les e-commerce. Bon, ce marché est un boom au Vietnam. Voilà. Et puis, quand on regarde les chiffres en 2010, les revenus réservés par habitant, hein, réservés à des ventes au détail, c'est que 742 €. Mais en 2019, c'est presque triplé à peu près 2000 €. Et les Vietnamiens sont très connectés. Sur une population de 77 millions, on voit ici 68 millions internautes. Surtout les jeunes, ils sont toujours collés au téléphone. Et puis, pour l'instant, le e-commerce servait les gros acteurs e-commerce comme Shopee, Lazada, Sendo, etc. Tout le monde connaît. Mais pour les produits comme les produits alimentaires assez spéciaux, qui sont moins vendus auprès des opérateurs d'e-commerce, mais pourtant, les détaillants qui sont très actifs hein, et qui sont très actifs, flexibles et s'adaptent très bien à la situation. 2020, l'année du Covid, ils développent beaucoup les nouvelles technologies, leur propre application de vente en ligne, soit ça, soit une vente sur leur website.
Voilà, et au Vietnam, les réseaux sociaux sont importants aussi dans tout ce qui est de vente en ligne. Les Vietnamiens, ils sont très Facebook, par exemple, ou bien pour faire les affaires au Vietnam, Zalo, c'est un réseau indispensable, comme WhatsApp en France, par exemple. Voilà. Donc, Juste peut-être pour compléter sur le secteur de l'hôtellerie-restauration, c'est quand même aujourd'hui un secteur qui est marqué. Alors au Vietnam, je n'ose pas trop le dire, avec la situation en France, on vit tout à fait normalement puisqu'il n'y a pas de distanciation sociale. Les restaurants sont ouverts depuis longtemps. Le seul secteur quand même qui affiche une difficulté, c'est celui de l'hôtellerie, du tourisme, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de tourisme d'affaires et il n'y a pas de touristes non plus tout simplement. Donc du coup, effectivement, sur tout le territoire, toutes les zones touristiques, elles sont fortement impactées. Donc, il y a beaucoup d'hôtels encore aujourd'hui qui sont fermés et des restaurants qui tournent peu. Hein. Donc, effectivement, ça a un impact aujourd'hui sur les commandes. Notamment, il y a eu un stock de vin sur le pays, ou dans le food. Alors, encore une fois, sur des denrées non périssables, c'est plus facile que des denrées périssables. Mais en tout cas, il y a on sent bien une volonté quand même que les acteurs locaux se préparent à un redémarrage dès la réouverture des frontières. Dernier focus sectoriel, je merci. redonne la parole à Edouard sur deux secteurs aussi importants au Vietnam, qui est celui de la santé et des cosmétiques. Merci beaucoup Jean-Philippe, merci Lan. Oui, donc un petit focus sur la santé et les cosmétiques. Alors sur le secteur de la santé, un secteur très dynamique encore une fois, donc on va vous le dire beaucoup aujourd'hui. Mais en l'espèce, la croissance du secteur de la santé, c'est 10,7% entre 2020 et 2022 de manière annuelle. C'est le pays le plus dynamique dans la zone ASEAN sur ce secteur. Donc première caractéristique, très dynamique. Deuxième caractéristique, c'est un secteur qui importe énormément. 85% du marché, c'est de l'importation. Avec l'exception de 2020, où le Vietnam s'est mis à beaucoup exporter, puisque c'était un pays producteur de certains consommables et de certains réactifs. Du coup, ça s'est inversé cette année, mais la tendance longue, c'est plutôt un pays qui importe très fortement. Plusieurs raisons à ça, sur ce dynamisme de secteur. En bref, le vieillissement de la population. Alors Jean-Philippe vous a dit effectivement qu'on est dans une zone avec une population qui est jeune, mais on est dans une zone avec une population qui vieillit malheureusement très vite. Vous avez Singapour, vous en avez peut-être entendu parler, vous avez la Corée du Sud, mais également le Vietnam. 20% de la population vietnamienne aura plus de 60 ans d'ici une quinzaine d'années. Deuxième facteur, c'est l'accès aux soins. De plus en plus de populations ont désormais accès aux soins avec une couverture santé publique qui s'est mise en place au Vietnam, qui couvre presque 90% de la population. Et le troisième facteur, c'est la prévalence des maladies chroniques au Vietnam, notamment cardiovasculaires, diabète et cancer. Un point important que je voulais partager avec vous, c'était l'accès au marché, qui est plus facile au Vietnam que sur d'autres pays, voire beaucoup plus facile que sur d'autres pays. Alors d'une part, il y a les droits de douane qui sont de 0% pour les dispositifs médicaux dans 99% des cas, mais également sur l'enregistrement en termes de coûts et en termes de délais qui sont plutôt acceptables. Pour vous donner une idée, ça coûte 120 € d'enregistrer un dispositif médical. Ça me fait une transition avec le secteur des cosmétiques qui a également cette caractéristique en termes d'accès au marché. Donc d'une part, pour les droits de douane qui sont en diminution constante, on vous en parlera avec l'accord de libre-échange, et également en termes d'enregistrement, ça coûte à peu près 20 € d'enregistrer un produit cosmétique au Vietnam, donc c'est moins cher que sur d'autres pays d'Asie par exemple. Pour les cosmétiques, c'est également un secteur en forte croissance, hein. D'ici 2024, on estime qu'on sera autour de 10% par an, 9,4%. C'est également un secteur qui importe beaucoup. Il y a peu de production locale par rapport à d'autres pays de la zone comme la Thaïlande. 90% du marché, c'est un marché d'import. Alors, c'est un secteur qui effectivement est concurrentiel et de plus en plus, on a beaucoup de marques étrangères, coréennes, japonaises et puis européennes qui sont déjà sur le marché. Pour autant, on a toujours une demande quand même de la part d'une part des consommateurs et également des partenaires, des importateurs, distributeurs. Et de manière concrète, l'année dernière, on a accompagné 3 entreprises du secteur cosmétique qui ont trouvé un partenaire local pour être distribué sur le marché vietnamien et dans des secteurs assez différents. Vous avez 2 marques, c'était sur le secteur professionnel pour les spas
Vous avez une marque, c'était plutôt des cosmétiques, beauté, moyenne gamme et vous avez, enfin une marque qui était plus, sur un canal, médical, pharmacie, qui a également trouvé un partenaire l'année dernière. Donc c'est un marché qui est effectivement concurrentiel, mais il y a encore de la place pour, des acteurs français qui ne sont pas encore présents. Merci Edouard. Alors peut-être pour conclure, voilà, après ce panorama un peu sectoriel assez rapide, j'espère vous aura donné des visions d'opportunités que représente le Vietnam et la zone ASEANO. Quelques conseils pour réussir au Vietnam. Alors sur l'aspect infrastructure, on voit bien que c'est porté par les pouvoirs publics, le secteur public, mais aujourd'hui on vous accompagne sur le secteur privé parce qu'aujourd'hui il y a une économie qui marche. Il y a des grands groupes privés, des PME qui réussissent. Et donc, on vous aidera à vous développer sur le Vietnam en appréhendant en priorité le secteur privé. Ce qui est important, j'enfonce peut-être une porte ouverte, c'est de bien choisir le bon partenaire. Des fois, on voit aussi toujours des entreprises françaises qui se précipitent sur le premier acteur qui est venu vers eux suite à un salon. Donc, il est important d'identifier le bon partenaire. Donc la présence et la persévérance, c'est des choses en Asie qui sont très importantes. Là, on est sur des pays où on a besoin d'établir un climat de confiance et une relation. Or, force est de constater que l'année 2020, avec le Covid et l'absence de déplacement, on a dû tous, et vous le premier et nous aussi, à réapprendre un peu à travailler, notamment à travailler de manière digitale. Et donc, une très bonne surprise côté Vietnam, mais c'est vrai aussi sur la zone, c'est que les Vietnamiens se sont énormément mis au e-rendez-vous. Alors, il y a cette culture du digital, des outils digitaux, mais faire des e-rendez-vous de prospection, eh bien, ça marche parce que nous avons conclu beaucoup de contrats pour des PME françaises, que ce soit dans les secteurs de biens de consommation, mais aussi sur des biens industriels. Donc là, on sent bien effectivement que les entreprises et qu'il y a une vraie activité. Je donnais le chiffre en introduction des exportations vietnamiennes. Donc le pays exporte énormément et est en plein boom au niveau domestique. Donc aujourd'hui, on peut appréhender et prospecter de manière digitale, mais il faut effectivement, dès que les frontières le permettront, entretenir une relation, développer une relation en se déplaçant de manière régulière. Et c'est pour ça aussi qu'on conseille d'avoir une approche zone et pas pays, parce qu'après 13 heures de vol, ça vaut le coup peut-être effectivement de rajouter 1 heure pour aller à Bangkok depuis Ho Chi Minh ou 2 heures pour Singapour, etc. La communication aussi, le fait, vous voyez que la population est très connectée, utilise les plateformes, les supports, on l'a dit et redit, que la population est ultra connectée. Aujourd'hui, il est important de communiquer, de rester présent. Donc, et là aussi, on a développé toute une série de prestations d'accompagnement, de communication pour des entreprises qui sont déjà présentes sur le territoire, et on va les aider effectivement à communiquer et à développer les ventes en biens de conso ou leur notoriété si c'est des biens industriels ou des grandes marques françaises. Il faudra effectivement, c'est le bon moment aussi de vous intéresser à la zone pour profiter des accords commerciaux, notamment cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, pour réexporter aussi sur la région. Donc ça, c'est une vraie volonté. Jusqu'à présent, on a considéré Singapour comme le hub de l'ASEAN. Donc effectivement, aujourd'hui, le Vietnam veut devenir un deuxième hub pour l'ASEAN. Les aspects, alors on a encore toujours des fois des entreprises qui ne sont pas préparées en amont. Donc aujourd'hui, on a mis en place, alors sur des aspects techniques, voire d'envoi d'échantillons qui arrivent de manière pas très professionnelle et qui font que les équipes localement se discréditent. On veillera à bien préparer, à vous préparer individuellement en amont avant d'appréhender un premier e-rendez-vous ou un premier rendez-vous en présentiel. Et notamment, les aspects culturels et linguistiques seront abordés par un coaching, une séquence de coaching interculturel où c'est mes équipes, donc vietnamiennes, qui vont vous dire tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, un e-rendez-vous ou un rendez-vous en présentiel. Et à l'issue de cette séquence de 30 minutes, 45 minutes, on vous remettra un guide qui reprendra un peu tous les éléments. Alors, il y a peut-être là encore une fois des connaissances parmi vous sur l'approche de ce qu'on ne doit pas faire en Asie, mais là aussi, on est sur une zone très hétérogène et il y a quand même des grosses différences entre un Indonésien, un Thaïlandais et un Vietnamien.
Donc, voilà, on essaiera de mieux vous accompagner très en amont. Et ça, c'est un peu dans ce nouveau dispositif Team France Export. Vous avez vos conseillers en proximité sur le territoire. Au niveau du réseau à l'international, on a aussi ce rôle de conseil et d'accompagnement. Dernière information, c'est sur la plateforme numérique. Donc, je pense que tous en Normandie, vous êtes au courant de la plateforme teamfrance-export.fr. C'est un site web qui est dédié, alors décliné régionalement, donc avec la Normandie, avec des informations ad hoc de votre région, pardon. Mais là, vous avez toutes les informations sectorielles. Alors, on a ce qu'on appelle des infos live marché. Donc, sectorielles, vous avez à la fois des informations actuellement sur la situation Covid, économiques qui sont réactualisées hebdomadairement. Et vous avez aussi, tous les 15 jours, on fait une forte réactualisation d'informations sectorielles. Donc, je vous invite à créer votre profil, si ce n'est pas fait, sur la plateforme pour avoir toutes les alertes sur de la veille active sur des marchés qui vous intéressent, donc ceux de l'ASEANO ou d'autres marchés à travers le monde, parce que ça va devenir effectivement la Bible un peu de l'exportateur, cette plateforme de solutions. Voilà ce que je voulais vous dire avec mes équipes. Donc, j'ai vu passer quelques questions, mais je ne pouvais pas répondre en partageant le PowerPoint, mais je vais essayer d'y répondre peut-être à la fin, après l'intervention des collègues des douanes. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à toutes tes équipes. Je vais maintenant passer le relais donc à Guillaume Muller, qui est chef du pôle action économique à la direction régionale des douanes et droits indirects de Rouen. Si vous êtes présent, bien sûr. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que bien vous souhaitez... oui, je vous entends. Ok, super. Je vous laisse la main. Merci beaucoup. Okay, parfait. Hop. Bon, merci à tous. Et du coup aussi, merci beaucoup à la Team France Export pour l'organisation de ce webinaire et puis d'avoir associé la douane. Alors, l'objectif de la présentation aujourd'hui, en 20 minutes à peu près, ça va être de présenter du coup l'accord qui a été conclu l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et le Vietnam. Cet accord, il a été signé en juin 2019. Il est entré en vigueur au mois d'août de 2020. Donc, on a un recul d'à peu près 9 mois sur sa pleine application. La présentation d'aujourd'hui, je vais la réaliser avec les deux personnes qui sont au PAE, au pôle action économique des douanes de Rouen, et qui s'occupent du suivi des opérateurs économiques par une cellule du conseil aux entreprises, que sont Madame Marjorie Ducamp et Monsieur Gaëtan Edling, qui interviendront aussi ponctuellement, qui interviendront au cours de ce diaporama. Alors, on va aborder 3 points principaux. Alors, le tout premier, ça va être un point d'attention assez général sur l'accord entre l'Union européenne et le Vietnam. Ensuite, ça va être un deuxième point assez rapide aussi pour vous expliquer, pour savoir si vous pouvez bénéficier de cet accord et des préférences tarifaires qui en découlent. Et si c'est le cas, on vous présentera comment en bénéficier. Ça restera assez général. Si vous avez des questions beaucoup plus précises, n'hésitez pas à revenir vers nous après ce webinaire ou lorsque le besoin se présentera. Volontairement, nous n'aborderons pas dans ce webinaire, dans cette présentation, les documents sanitaires à l'exportation pour notamment les denrées alimentaires, puisque ces formalités administratives, en fait, ne sont pas de la compétence de la douane, mais sont de la compétence de la direction départementale de la protection des populations. Mais là, si vous avez des besoins particuliers dans cette matière-là, nous avons les contacts, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un point d'entrée dans cette administration. Alors, en ce qui concerne l'accord à proprement parler, l'accord entre l'Union européenne et le Vietnam, c'est l'accord le plus ambitieux qui a été conclu entre l'Union européenne et un pays en développement. Et surtout, c'est une étape qui est assez importante parce qu'il permet de consolider et de sécuriser le partenariat commercial entre l'Union européenne et puis la NASE, et surtout en termes de prospection commerciale et d'investissement. Et comme cela a été dit tout à l'heure, c'est le deuxième accord qui a été conclu avec un pays de la zone, parce que le premier, ça a été celui avec Singapour en 2019. Là, je vous ai mis quelques chiffres qui démontrent une tendance assez importante. C'est les importations et les exportations entre la Normandie et le Vietnam au cours des 3 dernières années, donc entre 2018 et 2020. Et ce qu'on observe, c'est que ces échanges sont déjà particulièrement dynamiques, puisqu'au cours des 3 dernières années, dans le sens des exportations, c'est-à-dire donc des échanges de biens et de marchandises entre la Normandie et le Vietnam,
on arrive à plus 42% sur la période. Et dans le sens importation, c'est-à-dire des marchandises importées. Guillaume, Oui. je me permets juste, c'est toujours la première slide du début. Ah bon? Mince. Hop. Est-ce que là, c'est mieux pour vous? Non, là Non. il n'y a plus rien d'affiché. Il n'y a plus rien d'affiché. Attendez, je vais reprendre. On va repartager. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que vous devez avoir un tableau avec des chiffres? Oui, voilà, tout à fait. Merci beaucoup. C'est mieux. Laissez comme ça, on verra si ça fonctionne. Donc là, comme je vous le disais, ce tableau-là qui présente donc les importations et les exportations entre la Normandie et le Vietnam au cours des 3 dernières années, il est plutôt important puisqu'on voit que les échanges sont particulièrement dynamiques entre ces deux zones. Sur les exportations, on est à plus, donc c'est-à-dire de la Normandie vers le Vietnam, on est à plus 42%. Et pour les importations, c'est-à-dire des marchandises qui proviennent du Vietnam vers la Normandie, on est à plus 7, enfin presque 8% sur la période des 3 ans. Mais surtout, l'intérêt et ce qu'il faut en retenir de ce tableau-là, c'est que c'est des chiffres qui sont principalement antérieurs à l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. On était déjà sur une tendance qui était assez marquée, sur une tendance haussière qui était assez nette. Et du coup, il est à parier que l'accord entre l'Union européenne et le Vietnam aura vraiment un effet d'entraînement pour dépasser encore ces chiffres. Donc vraiment une opportunité commerciale pour les entreprises normandes qui sont intéressées d'intégrer le marché vietnamien, et en sens inverse pour les entreprises vietnamiennes qui souhaitent importer en France ou dans l'Union européenne via la Normandie. Le principe de l'accord de libre-échange, en fait, il repose sur la suppression progressive des droits de douane entre l'Union européenne et le Vietnam. Et à terme, c'est 99% des droits de douane qui seront supprimés entre ces deux zones-là. Si on regarde d'un point de vue de l'Union européenne, c'est-à-dire du coup l'importation des produits vietnamiens en Union européenne, il y a eu déjà 71% des droits de douane qui ont été supprimés dès le mois d'août 2020. Ça concerne particulièrement les produits électroniques et les articles du chapitre 454 du tarif des douanes, c'est-à-dire les réacteurs nucléaires et les chaudières. Il y aura aussi le restant des droits de douane qui n'auront pas été supprimés dès le mois d'août. Eux seront supprimés sur une période à échéance 7 ans et sont particulièrement concernés les produits textiles. Il demeurera quand même des contingents tarifaires, notamment dans le secteur alimentaire. Vous avez mis quelques exemples de contingents tarifaires. Donc, vous avez notamment le riz, les champignons et certains types de poissons. Si on se positionne du coup maintenant côté Vietnam, c'est-à-dire l'exportation des produits européens de l'Union européenne vers le Vietnam, là, la suppression des droits de douane, dès l'entrée en vigueur de l'accord, elle a concerné à peu près 65% des droits de douane. Alors, dès l'entrée en vigueur, c'est à peu près la moitié des produits pharmaceutiques qui ont bénéficié d'une suppression des droits de douane et environ 70% des produits chimiques et aussi des produits issus de la pêche comme le saumon, le flétan et la truite. Et le reste des droits de douane, eux, seront supprimés à échéance de 10 ans et cela va notamment concerner le secteur automobile avec une suppression qui se fera sur les 7 années à venir. Le principe, comme je vous le disais, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, c'est de supprimer ou de réduire les droits de douane sur les échanges de marchandises entre ces deux zones. Et cette suppression des droits de douane, enfin, de pouvoir bénéficier de droits de douane nuls ou réduits, il repose sur un principe qui s'appelle la préférence tarifaire. Cette préférence tarifaire, en fait, ça permet à des produits qui sont originaires de l'Union européenne ou du Vietnam de bénéficier des droits de douane réduits ou nuls. Alors, c'est assez important parce que la notion d'origine, de produits originaires de l'Union européenne ou du Vietnam, c'est une notion qui est assez complexe en termes douanièrement parlant. Et là-dessus, on pourra revenir vers vous par un accompagnement si besoin. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas parce que votre produit provient du Vietnam dans l'Union européenne qu'il est forcément originaire du Vietnam. Il peut avoir une origine Chine, mais avec un trajet qui passe par le Vietnam. Et inversement, vous pouvez exporter un produit vers le Vietnam mais qui n'a pas forcément l'origine Union européenne. Donc ça, c'est vraiment un distinguo à avoir à l'esprit lorsque vous réaliserez des échanges avec le Vietnam. Dans tous les cas, on est à votre disposition pour déterminer l'origine de votre marchandise.
Et ce qui est la deuxième étape importante à retenir, c'est que la préférence tarifaire, c'est-à-dire bénéficier de droits de douane à taux réduit ou nul, repose sur le principe donc, de la préférence tarifaire, mais qui n'est pas automatique. C'est pas parce que vous avez un taux de droit de douane à 0% que vous aurez automatiquement le droit de douane à 0%. En fait, il faut pour cela 3 conditions. La première condition, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est que le produit soit effectivement originaire du pays d'exportation, donc qu'il soit originaire UE ou Vietnam. Il faut aussi que ce soit à vous, la société qui a importé, de solliciter la préférence tarifaire sur la déclaration en douane. Si vous ne sollicitez pas la préférence tarifaire et qu'il reste des droits de douane, vous payerez le droit de douane à taux plein. Donc, ce qui serait vraiment dommage pour vous en termes de concurrence, parce que ça vous mettrait en difficulté par rapport aux concurrents qui, eux, penseront à solliciter cette préférence tarifaire. Et le troisième point, c'est que en cas de contrôle douanier, vous devez détenir tous les documents justificatifs prouvant que vous pouviez bénéficier de cette origine préférentielle. Mais cela, mes collègues reviendront dessus pour vous expliquer concrètement quels sont les documents à fournir. Maintenant, je vais laisser la parole à Gaëtan Edline, qui fait partie de la cellule conseiller aux entreprises, qui va vous expliquer si vous pouvez bénéficier des préférences tarifaires, c'est-à-dire d'un droit de douane nul ou à taux réduit. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, première chose, aujourd'hui, le Vietnam bénéficie de 2 cadres juridiques préférentiels. Donc, le dernier en date, c'est l'accord de libre-échange conclu avec l'Union européenne en 2019 et entré en vigueur, comme vous l'a dit M. Muller, en août 2020. Mais il y a aussi le cadre du schéma des préférences généralisées, dont fait partie le Vietnam depuis de nombreuses années. Alors, il faut bien distinguer les deux. Le SPG, donc le schéma des préférences généralisées, pour faire simple, le SPG, c'est un groupe de pays en développement pour lequel l'Union européenne octroie unilatéralement des préférences tarifaires. Alors, concrètement, en prenant l'exemple du Vietnam, à l'importation dans l'Union européenne de produits originaires du Vietnam, ces produits vont bénéficier d'un taux de droit de douane nul ou réduit. A contrario, si on a des marchandises originaires UE qui sont exportées vers le Vietnam, elles ne vont pas bénéficier réciproquement de ces avantages tarifaires à destination au Vietnam. C'est pourquoi on parle bien de préférences tarifaires unilatérales octroyées par l'Union européenne. En fait, l'objectif, c'est de soutenir le développement économique à l'international de ces différents pays en développement. Alors aujourd'hui, le Vietnam va sortir progressivement de ce cadre, mais il va bénéficier jusqu'au 31 juillet 2022 de ces concessions unilatérales en parallèle des dispositions de l'accord de libre-échange conclu avec l'Union européenne. Alors, ce sont bien des corpus juridiques différents avec des règles d'origine propres, donc il faut bien faire attention. Vous pourrez retrouver ces deux corpus juridiques sur la page dédiée aux accords commerciaux conclus par l'Union européenne sur le site internet des douanes, dont le lien vous sera communiqué un petit peu plus tard dans le diaporama. Voilà, sachez que jusqu'au 31 juillet 2022, les opérateurs sont donc libres de choisir le régime préférentiel dont ils souhaitent bénéficier. Toutefois, avant de solliciter l'un ou l'autre de ces cadres préférentiels, encore faut-il qu'il existe un intérêt économique à le faire. Donc, pour le savoir, il existe une plateforme qui a été mise en place par la Commission européenne et qui s'intitule Access to Market. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran. Et vous avez aussi l'ergonomie du site, du petit moteur de recherche sur la plateforme Access to Market, donc qui va vous permettre de connaître la taxation d'une marchandise à destination en renseignant le code SH de votre marchandise. Donc le code SH, c'est la nomenclature douanière à 6 chiffres, le pays d'origine et de destination. Et ensuite, le moteur de recherche va mouliner et vous indiquer le taux de droit de douane de droit commun. Et s'il existe une préférence au titre de l'accord de libre-échange ou du SPG, cela vous affichera aussi le taux préférentiel. Dès lors, on a donc plusieurs cas de figure. Donc, soit la marchandise est exemptée de droit de douane au titre du droit commun, c'est-à-dire en dehors de tout accord ou de préférence tarifaire unilatérale. Sur votre écran de recherche, donc, ça sera matérialisé par une ligne MFN ou Erga Omnes avec un taux à 0%. Dans ce cas, il ne sera pas utile de solliciter une préférence tarifaire
et de s'intéresser à la satisfaction des règles d'origine préférentielles, ainsi, comme vous l'a indiqué M. Muller, qu'à la détention des preuves de cette origine. Voilà. Il n'est pas utile de solliciter une préférence si le taux de droit de douane est déjà à 0% au titre du droit commun, puisque ça nécessite derrière de devoir le justifier. Si au contraire la marchandise est frappée de droits de douane, mais qu'elle va bénéficier d'une exemption ou d'une réduction au titre d'une préférence tarifaire, alors là, il y a véritablement un intérêt économique à solliciter la préférence, et donc à vérifier que l'on respecte bien les règles de l'origine prévues dans le cadre juridique en question. Donc soit l'accord de libre-échange, ou soit le schéma de préférence généralisé jusqu'au 31 juillet 2022. Sur le site Access to Market, la préférence sera matérialisée de cette manière. Une ligne EU pour European Union qui vous indiquera un taux de droit nul, 0% ou réduit au titre de l'accord de libre-échange, ou alors une ligne SPG qui vous indiquera là le taux qui est retenu par le schéma de préférence généralisé. Voilà pour le principe. Cet outil Access to Market est vraiment très utile pour connaître la taxation à destination, donc n'hésitez pas à vous y reporter. Et je vais maintenant céder la parole à ma collègue Madame Ducamp pour qu'elle vous présente dans ses généralités le mécanisme des règles d'origine qui sont prévues plus spécifiquement là dans l'accord de libre-échange conclu entre l'UE et le Vietnam. Ok, bonjour à tous, Madame Ducamp. Donc, on va attendre que le PowerPoint s'affiche. Pardon. Hop. Alors, comme a pu le dire M. Muller ou M. Deline, pour pouvoir bénéficier de la préférence tarifaire, c'est-à-dire de droits de douane réduits ou nuls dans le pays de destination, donc Vietnam ou Union européenne, il faut déterminer l'origine préférentielle de la marchandise à partir des règles de liste qui sont prévues dans l'accord de libre-échange UE-Vietnam. Si un seul pays intervient dans la fabrication du produit, donc là c'est assez facile, le produit est originaire de ce pays. Il y a des spécificités, on parle de entière obtention pour les animaux, les plantes et les minéraux. Si plusieurs pays sont impliqués dans la fabrication du produit, là c'est plus complexe. On va appliquer le critère de livraison de la transformation suffisante si le produit a été obtenu à partir de matières non originaires pour déterminer si le produit fini à l'issue de la transformation peut obtenir l'origine préférentielle Union européenne ou Vietnam. Donc, on va décortiquer le processus de transformation pour déterminer l'origine du produit fini. Pour cela, on peut consulter les règles de liste qui sont situées dans le protocole origine qui est en annexe de l'accord de libre-échange UE-Vietnam. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez trouver ces règles de liste relatives aux marchandises en annexe de l'accord de libre-échange UE-Vietnam dans la partie protocole origine qui est accessible sur le site de la douane, douane.gouv.fr, en consultant la liste des accords préférentiels. Donc, dans ce cadre-là, il s'agit du JOU L 1986 du 12 juin 2020. Vous avez toute la liste des accords préférentiels qu'a signé l'Union européenne avec divers pays. Le protocole origine, donc c'est la base juridique qui permet de déterminer les conditions d'attribution de l'origine des produits et la base de vérification des conditions d'attribution. On vérifie le processus de transformation du produit. Donc, plusieurs critères sont à notre disposition. Tout d'abord, on vérifie qu'on n'est pas dans le critère de l'entière obtention, qui concerne uniquement les animaux, les plantes, les minéraux, les produits de la pêche. C'est assez restrictif. Mais le protocole origine comprend également une liste d'ouvraisons et de transformations qui sont suffisantes, applicables à chaque produit en fonction de sa nomenclature douanière, donc sur la base des 6 premiers chiffres. Si le produit fini est obtenu à partir de matières non originaires, donc qui ne sont pas Union européenne ou Vietnam, ces marchandises-là non originaires doivent avoir subi une transformation suffisante pour que le produit fini puisse obtenir l'origine préférentielle du pays où a eu lieu la dernière transformation suffisante. Donc, comme je vous le disais, on va décortiquer le processus de transformation du produit pour vérifier les différentes origines qui rentrent en jeu et pouvoir à la fin déterminer l'origine finale du produit prêt à être commercialisé. Les critères sont de plusieurs types. La valeur ajoutée, donc un pourcentage appliqué aux marchandises, le changement de position tarifaire et une ouvraison spécifique. Donc pour cela, on se réfère aux règles de liste prévues dans l'accord
de libre-échange pour déterminer avec précision si le produit fini remplit les conditions d'attribution de l'origine préférentielle. Mais le protocole origine comprend aussi des listes d'ouvraisons et de transformations qui sont insuffisantes, qui ne permettent pas d'acquérir l'origine du pays dans lequel elles sont réalisées. Par exemple, ça va être une apposition d'étiquettes ou des manipulations destinées à conserver en l'état les marchandises lors du transport ou du stockage, du type dépalettisation, réemballage des palettes. Donc là, dans ce cadre-là, on n'aura pas l'origine du pays dans lequel cette opération-là est réalisée parce qu'elle est considérée comme étant insuffisante. Et le produit n'a pas été suffisamment transformé pour obtenir l'origine préférentielle du lieu où elle est réalisée. Voilà. Donc, pour pouvoir déterminer l'origine du produit, on a besoin d'effectuer ce processus de vérification des critères d'origine à partir de la nomenclature douanière et des différentes opérations de transformation réalisées. Mais on va avoir également besoin, sur la déclaration en douane, de joindre un justificatif prouvant que la marchandise a bien l'origine préférentielle du pays de départ. Donc, en gros, on va avoir deux cas de figure, à l'exportation depuis l'Union européenne et à destination du Vietnam, et à l'exportation depuis le Vietnam à destination de l'Union européenne. Donc, pour la partie exportation depuis l'UE à destination du Vietnam, la preuve d'origine est constituée par une attestation d'origine. Donc, il y a deux cas de figure. Donc, les exportateurs européens peuvent faire bénéficier leurs clients de la préférence tarifaire à l'import au Vietnam en émettant une attestation d'origine sur tout document commercial, donc facture, bon de livraison, liste de coûts d'usage ou autre, pour les envois d'une valeur inférieure à 6 000 €. Pour les envois d'une valeur supérieure à 6 000 €, il y a toujours l'attestation d'origine, mais sur tout document commercial qui doit être jointe avec un numéro qui s'appelle REX, Register Exporter, donc numéro d'exportateur enregistré, pour justifier l'origine préférentielle Union européenne. Je reviendrai dessus plus tard sur les modalités pour obtenir ce numéro REX. Second cas de figure, à l'exportation depuis le Vietnam et à destination de l'Union européenne, pour pouvoir bénéficier de la préférence tarifaire à l'import en UE, pour les envois de produits originaires inférieurs à 6 000 €, les exportateurs vietnamiens devront émettre une déclaration d'origine sur tout document commercial. Pour les envois supérieurs à 6 000 €, ils devront émettre un EUR1. Donc, quand l'accord de libre-échange a été négocié, les différentes parties à l'accord, UE et Vietnam, ont négocié différentes preuves d'origine qui varient en fonction du cas de figure dans lequel on se situe. D'où la distinction entre attestation d'origine, déclaration d'origine et EUR1. Donc, la déclaration d'exportation en douane doit comprendre l'attestation d'origine en pièce jointe ou le UR1 et des codes spécifiques qui sont repris sur la déclaration d'importation. Donc, pour le bénéfice de l'origine préférentielle Vietnam sollicité sur une déclaration d'importation en UE, on va utiliser un code 300 en case 36, qui est la case pour la préférence tarifaire, et le code pays en case 34 sur la déclaration d'importation. Sans ces mentions-là et sans le justificatif d'origine, vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction de droit de douane ou du droit de douane nul. Voilà. Alors là, on revient dans le cas de figure où on est un exportateur européen qui envoie des marchandises vers le Vietnam. Donc, pour pouvoir bénéficier de la préférence tarifaire, donc la réduction de droit de douane à l'arrivée au Vietnam, vous devez être enregistré en tant qu'exportateur enregistré avec un numéro REX pour les envois de marchandises supérieurs à 6 000 € afin d'attester du caractère originaire des produits dans le cadre de l'accord UE-Vietnam. Cet enregistrement-là s'effectue sur le site internet douane.gouv.fr dans le service en ligne Soprano REX. Au préalable, il faut avoir créé un compte sur le site internet et obtenu des droits d'accès à l'application. Il faut aussi qu'en parallèle, vous disposiez d'un numéro EORI, qui est le numéro d'enregistrement auprès des douanes, comme quoi vous faites de l'import ou de l'export. Une fois que vous avez fait la demande en ligne de numéro REX dans l'application Soprano REX, le numéro est délivré par le bureau de douane dont vous dépendez.
Nous, en tant que cellule conseil aux entreprises, on effectue un accompagnement des sociétés qui le désirent pour les aider à identifier les nomenclatures douanières des produits, mais surtout vérifier les conditions d'attribution de l'origine préférentielle et ainsi pouvoir déposer la demande en ligne dans Soprano Rex. Si toutefois vous disposez déjà du numéro Rex, vous pouvez faire pour d'autres destinations telles que le Japon, le Canada par exemple, vous pouvez faire une demande de modification de l'autorisation dans Soprano Rex en demandant à ajouter le Vietnam dans la partie relations préférentielles de votre autorisation. Si vous avez des questions par rapport aux modifications, n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on vous aide à effectuer la démarche avec facilité. Pour terminer du coup ce diaporama douane, j'irai assez rapidement parce qu'on a déjà dépassé un peu les 20 minutes. Comme vous l'expliquez, Madame Ducon, effectivement, si vous avez des questions vraiment douane et besoin d'un accompagnement pour savoir si votre marchandise est originaire de l'Union européenne ou si la marchandise que vous importez est originaire du Vietnam, vous avez la possibilité de bénéficier d'un entretien individualisé et gratuit avec l'un des pôles action économique de la région. Donc, je vous ai mis les compétences géographiques de chacun. Donc, vous en avez un ici à Rouen pour les départements de l'Eure et la Seine-Maritime hors Le Havre. Un PAE, un pôle d'action économique compétent pour les entreprises qui dépendent de la circonscription, de l'arrondissement du Havre. Il y a un pôle d'action économique aussi à Caen pour les trois départements 14, 50 et 61. Et juste pour information, si vous avez des questions aussi douane, vraiment très spécifiques douane, notre direction générale réalise un webinaire avec l'attaché douanier notre attaché douanier qui est de la zone, où là seront vraiment abordées toutes les problématiques douanières pour les échanges entre l'Union européenne et le Vietnam. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention très complète. Je vais maintenant pouvoir passer la parole à Julia Louis Charpentier de l'Agence de développement de la Normandie. Julia, si tu es présente. Oui, je suis toujours là. Merci beaucoup. Vous m'entendez, vous me voyez? Oui. Voilà, merci beaucoup. Je pense que cette présentation a le mérite d'être précise et concise. Et merci beaucoup au bureau de Jean-Philippe Harvert et au bureau de la douane de Rouen qui a répondu présente pour ce webinaire. Et merci aussi Guillaume pour l'organisation de ce webinaire. Je voulais juste évoquer très rapidement donc l'année un petit peu qu'on organise autour du Vietnam, donc lié donc avec trois événements cette année. Donc ce webinaire, un événement qui sera organisé le 21 mai, donc un forum économique donc Normandie-Vietnam. Donc j'ai contacté certaines entreprises qu'on avait déjà ciblées avec une envie de travail sur la zone Vietnam pour participer à ce forum qui se veut donc avec vraiment un temps d'échange et de rencontre avec des acteurs économiques du Vietnam. Donc si ce premier webinaire d'information vous a donné envie de continuer et d'avoir des contacts vraiment opérationnels avec des entreprises et des acteurs du Vietnam, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis comme ça, je peux organiser aussi voir avec nos partenaires quelles entreprises on pourrait éventuellement vous faire rencontrer, ou en tout cas des partenaires institutionnels éventuellement, enfin voilà, en fonction des besoins. Donc c'est le 21 mai de 9h30 à 11h30, et donc c'est une rencontre qui se fera en virtuel avec donc les nouveaux outils qui nous permettent justement d'organiser ce type d'événement. Et donc voilà, et donc je laisse Guillaume vous présenter donc le troisième événement lié au Vietnam sur l'année 2021. Oui, tout à fait. Merci, Julia. Donc, comme tu viens de l'évoquer, c'est en quelque sorte 3 séquences. Une première aujourd'hui avec ces webinaires ou avec une approche marché général, et après, on va monter un petit peu en puissance avec notamment ce forum Normandie-Vietnam. Et dans un troisième temps, donc à la rentrée, nous allons proposer une mission de prospection, comme on propose déjà en Normandie, comme on a déjà fait par le passé. Une mission était initialement prévue l'année dernière. Pour les raisons que vous connaissez,
voilà, elle n'a pas eu lieu, donc on est content de pouvoir la reproposer cette année. Je vais juste partager la présentation qui est ici. Le temps que ça charge, 2 petites minutes. Normalement, elle devrait s'afficher maintenant. Alors, donc, comme je le disais, il s'agit donc d'une mission de prospection Vietnam et sur la zone ASEANO. Par ASEANO, j'entends ASEAN et Océanie, hein, comme l'évoquait Jean-Philippe un peu plus tôt. Cette mission est prévue au programme normand d'action collective du 18 au 22 octobre prochain. Pour vous donner un petit peu une idée du planning des séquences tel qu'on vient de l'évoquer, donc vous voyez bien qu'aujourd'hui il y a un webinar qui était le 30 mars. Le 21 mai, comme l'a évoqué Julia, la séquence Forum Vietnam Normandie et donc la mission. Donc nous proposons cette année une mission avec pour point de départ le Vietnam et la possibilité ensuite de réaliser une extension dans les différents pays de la zone. Dans une première étape, nous invitons donc les entreprises au travers des conseillers référents d'étudier la faisabilité finalement d'une participation via des premiers échanges en visio avec les équipes de Jean-Philippe que vous avez rencontré pour la plupart aujourd'hui, selon votre secteur d'activité. Ensuite, on propose donc, comme je le disais, des visios et on échange sur les intérêts et les opportunités pour votre entreprise. On prend également le temps, et ça on le verra un petit peu plus tard, mais d'étudier une partie financière pour savoir comment ce déplacement peut rentrer dans votre plan de charge, dans votre plan économique. Mais ça, j'y reviendrai un tout petit peu après. Ensuite, donc une fois que votre participation est validée et votre inscription confirmée, les équipes de la Team France Export vous proposent un programme de rendez-vous ciblé en fonction de vos besoins. Là aussi, c'est une étape de cadrage et d'élaboration de plan d'action. Et en parallèle, nos équipes vous proposent un appui logistique pour la mise en place de votre futur déplacement. Pour le déplacement à proprement parler, donc comme je le disais, il s'agit d'une mission collective car vous vous déplacez en délégation d'entreprise, mais le programme de rendez-vous est bien individuel. Donc nous vous proposons pour cette mission un départ le samedi 16 octobre. J'ai précisé programme prévisionnel, a priori c'est le schéma qu'on a l'habitude de proposer aux entreprises et qui fonctionne bien sur le grand export. On propose de partir donc le samedi 16 octobre pour le Vietnam. Comme je disais, donc c'est le point d'ancrage, le point de départ de la mission. Étant donné donc le décalage horaire, le dimanche est banalisé pour pouvoir se reposer à son arrivée et être en forme dès le lundi. Donc à partir du lundi 18 octobre au matin, vous participerez à une session collective de lancement de mission. Ça aussi, ça fait partie des classiques que nous proposons dans nos missions normandes. Donc une session collective avec notamment une présentation plus approfondie du marché, mais aussi des aspects de la culture des affaires. Pour pouvoir être prêt à vous lancer dans votre programme de rendez-vous. Ensuite, dès l'après-midi, c'est le programme de rendez-vous et ça jusqu'au mercredi. Entre-temps, sur ces 3 premiers jours, du lundi au mercredi, on organise un dîner networking afin de permettre aux entreprises, afin de vous permettre de rencontrer la communauté d'affaires sur place, de faire du réseau et de bénéficier aussi de cette dynamique de groupe. À partir du mercredi 20 octobre, vous aurez ensuite la possibilité de changer de pays dans la zone et réaliser un autre programme de rendez-vous sur le même rythme. Comme l'évoquait tout à l'heure les équipes de Business France, la capitale Ho Chi Minh est proche de plein de hubs pour la zone ASEAN et voilà, comme le disait à juste titre Jean-Philippe, c'est un voyage qui peut être très très long, donc autant profiter de votre présence sur place pour élargir un petit peu votre zone de prospection. Ensuite, je passe vite, je vais évoquer grossièrement le budget sans trop rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de prestations annexes que
que nous pouvons proposer, notamment de la traduction et des choses comme ça. Mais d'une manière générale, en ce qui concerne le budget d'une telle mission, la réalisation d'un programme de rendez-vous au Vietnam est à 3 900 € hors taxe. Si vous décidez d'aller au Vietnam et d'étendre votre prospection, de faire une extension finalement, nous sommes à 6 150 € hors taxe. Comme je l'évoquais plus tôt, nous pouvons étudier donc la possibilité pour votre entreprise de bénéficier d'un soutien financier sur ses prestations. Là aussi, votre conseiller référent de la Team France Export en Normandie joue ici un rôle crucial. Nous pouvons étudier la possibilité, notamment d'une aide régionale via le dispositif Impulsion Export. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers référents. Également au niveau national, avec le chèque relance export, qui existe depuis maintenant plusieurs mois pour booster les entreprises qui souhaitent partir à l'export ou repartir à l'export. Encore une fois, j'insiste, ce sont bien vos conseillers référents qui étudieront votre projet. À noter juste que ces tarifs ne prennent pas en compte les frais logistiques. Voilà pour moi. Juste un rappel des contacts sur ce projet de mission collective. Donc, ce sera moi le pilote de la mission, en tout cas pour tout ce qui est de sa mise en place, de l'étude de faisabilité. Je m'attacherai à prendre contact avec vous dans les prochaines semaines pour voir si jamais vous avez un intérêt et pour la séquence de mai et pour cette mission collective. Du côté Vietnam et ASEANO, c'est Jean-Philippe qu'on a eu la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Vous avez son contact ici. Et également, je me répète, mais c'est très important, vous avez votre conseiller international référent qui joue le rôle un petit peu de médiateur entre tous les partis et qui essaye d'être la porte d'entrée pour vous, pour ce type de mission. Et encore une fois, aussi des chargés d'affaires sectoriels, mais ça, ce sera dans un deuxième temps. Voilà pour moi. Il me reste à vous remercier. Et remercier surtout tous les intervenants. On a tenu le timing, il est 10h30. Si vous souhaitez aller plus loin, encore une fois, vous retrouverez l'ensemble des informations sur la plateforme teamfranceexport.fr. Sur le volet normand, vous verrez tout ce que nous proposons en région. Et puis, il me reste à vous remercier et vous souhaiter à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, Merci, au revoir. Bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.